Cette nuit-là, je ne m'attendais pas à ce que ma vie change. La rue était déserte, le genre de silence qui vous donne la chair de poule, jusqu'à ce que j'entende le bruit de poings s'abattant sur la chair. Mon cœur me disait de continuer à rouler, de faire comme si je n'avais rien vu, mais j'ai freiné brusquement. Sous la faible lueur d'un lampadaire, 3 hommes rouaient de coups un inconnu ensanglanté, son manteau gris déchiré, son visage couvert de cramoisis. Mes mains tremblaient tandis que je klaxonnais, les aveuglant avec mes phares. « Arrêtez, ou j'appelle la police !» Ma voix tremblait, mais ils se sont dispersés dans l'ombre. Je me suis précipité vers l'homme, sa respiration courte, son murmure faible. « Merci. Vous m'avez sauvé. » Je ne savais pas qui il était. Je ne savais pas que quelques jours plus tard, le jour de la fête des pères, entre tous les jours, il reviendrait avec une vérité qui déchirerait ma famille et forcerait le monde à me voir différemment. Je m'appelle Pénélope Moreau, et d'aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais été plus qu'une ombre dans ma propre maison. De l'extérieur, les gens regardent ma famille et voient la perfection. Mon père, Thomas Moreau, est admiré en ville comme un brillant agent immobilier, toujours en costumes impeccables et dominant chaque pièce de sa voix retentissante. Ma mère, Linda, est tout le contraire. Douce, discrète, tricotant sans cesse des écharpes qu'elle ne porte jamais, mais elle ose rarement élever la voix, surtout lorsque la colère de mon père éclate. Et puis il y a mes frères et sœurs. Jacques, 20 ans, est le fils prodige. Mon père se vante sans cesse de son esprit juridique vif, prédisant qu'il deviendra un grand avocat. Sophie, 23 ans, est radieuse, sociable, le genre de fille que tout le monde adore. Lors des réunions de famille, chacune de leurs réussites est célébrée. Des coupes de champagne levées, des acclamations résonnant dans la salle à manger. Et moi? Je suis Pénélope, l'aînée, la déception, la honte de la famille. Je me souviens encore du jour où j'ai essayé de gagner son approbation. J'avais 13 ans, et j'ai passé des semaines à peindre un portrait de notre famille. Chaque coup de pinceau était mon cœur déversé sur la toile, le sourire chaleureux de ma mère, le sourire espiègle de Jacques, la robe préférée de Sophie, et même la posture fière de mon père. Je l'ai emballé avec soin, le cœur battant, en le lui tendant le jour de la fête des pères. Il l'a déballé, a jeté un coup d'œil, et a éclaté d'un rire sec. Enfantin. À quoi ça sert? Apprends à faire quelque chose de pratique. Il a repoussé le tableau, et la pièce a continué sans plus y penser. Mais pour moi, c'était comme si mon cœur avait été arraché. Cette toile est restée cachée dans le placard, prenant la poussière, tout comme moi. Des moments comme celui-là se sont multipliés. Un bulletin de notes parfait de ma part lui valait à peine un hochement de tête. Le trophée de débat scolaire de Jacques, une célébration familiale complète, le projet scientifique de Sophie, un dîner en son honneur. Chaque fois que mon père se tournait vers moi à table, ce n'était jamais pour me faire des éloges, c'était pour me rabaisser. Pénélope, parle plus fort. Arrête de te cacher derrière les livres. Regarde Sophie. Regarde Jacques. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme eux? Chaque mot s'enfonçait comme une pierre dans ma poitrine. Je me suis faite de plus en plus petite, j'ai appris à m'asseoir tranquillement, à me fondre dans le décor pendant que mes frères et sœurs se prélassaient dans sa fierté. Je suis devenue une experte pour me rendre invisible. Pendant les fêtes, quand les familles sont censées se sentir chaleureuses et unies, je me sentais comme une invitée intrusive dans ma propre maison. Ma mère se glissait parfois dans ma chambre après l'une de ses tirades, s'agenouillait à côté de moi et chuchotait « Tu es merveilleuse, Penny. Ne laisse pas ces mots te détruire. » Mais sa voix tremblait trop pour me convaincre. L'amour chuchoté dans l'ombre ne pouvait jamais couvrir le rugissement de l'humiliation. J'ai donc grandi ainsi, toujours à l'extérieur d'une image parfaite. Un fantôme dans le portrait de la famille Moreau, présente, mais jamais vraiment vue. C'était un jeudi soir, le genre de nuit où l'épuisement s'accroche à vos os. Je venais de finir de donner des cours particuliers à quelques élèves après mes cours habituels et je rentrais chez moi, le ronronnement de ma vieille berline remplissant le silence. Les rues étaient presque désertes, éclairées seulement par des lampes jaunes vacillantes qui perçaient à peine l'obscurité. J'ai baissé la vitre pour prendre l'air, le vent frais de la nuit caressant mon visage. C'est alors que je l'ai entendu, un son qui n'avait pas sa place. Un gémissement, bas et brisé, suivi par le bruit sec de poings s'abattant sur la chair. Mon estomac s'est noué. J'ai ralenti la voiture en tournant dans une ruelle étroite, et la scène qui s'est offerte à moi a glacé mon sang. Un homme en manteau gris était étendu sur le sol,
son corps recroquevillé sur lui-même. Autour de lui se trouvaient 3 jeunes hommes, des ombres en sweat à capuche, riant alors qu'ils le frappaient encore et encore. Du sang coulait de sa bouche, s'égouttant sombrement sur le trottoir. Pendant une seconde, je ne pouvais plus respirer. Mes mains serraient si fort le volant que mes jointures sont devenues blanches. Chaque instinct me hurlait de partir. Je n'étais pas une battante. Je n'étais pas courageuse. Mais en le regardant, sans défense et brisé, quelque chose en moi a cédé. J'ai écrasé ma main sur le klaxon. L'explosion perçante a brisé le silence, ricochant sur les murs de la ruelle. En même temps, j'ai allumé mes feux de route, inondant les voyous d'une lumière aveuglante. « Arrêtez !» ai-je crié, ma voix tremblante mais forte. J'ai appelé la police. Ils se sont figés, surpris, plissant les yeux face à l'éblouissement. L'un d'eux a juré à voix basse. Un instant, j'ai cru qu'ils allaient s'en prendre à moi. Mais ensuite, marmonnant et crachant par terre, ils se sont dispersés dans l'obscurité, disparaissant comme des rats. Ma poitrine se soulevait alors que j'ouvrais la portière de la voiture. Mes jambes vacillaient sous moi, mais je me suis forcé à avancer jusqu'à m'agenouiller à côté de l'homme. Il était plus âgé, ses cheveux poivre et sel emmêlés de sang. Sa respiration était courte, ralente. « Monsieur, vous m'entendez » ai-je murmuré, la panique montant. Ses yeux se sont entr'ouverts, voilés de douleur, mais se sont concentrés sur moi. Ses lèvres ont bougé. Je me suis penché plus près. « Merci. Vous m'avez sauvé. » Les mots étaient faibles, mais ils m'ont frappé comme un marteau. J'ai sorti mon téléphone avec des mains tremblantes et j'ai composé le 18, ma voix se brisant alors que je donnais l'adresse. « S'il vous plaît, il perd beaucoup de sang. Dépêchez-vous. » En attendant l'ambulance, j'ai essayé de le traîner hors de l'ombre et plus près du lampadaire. Il était plus lourd que je ne l'imaginais, son manteau imbibé de sang. Mon cœur battait la chamade, mais j'ai refusé de le lâcher. Quelques minutes plus tard, bien que cela ait semblé des heures, le hurlement lointain des sirènes a fendu l'air. Des lumières rouges et bleues ont inondé la ruelle. Les ambulanciers se sont précipités, le soulevant sur une civière. J'ai suivi, mes mains tremblant toujours, mon cœur refusant de ralentir. Je ne savais pas qui il était. Je ne savais pas qu'en sortant de ma voiture cette nuit-là, je venais de changer le cours de toute ma vie. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec à peine 2 heures de sommeil. Mon esprit rejouait encore la scène de la ruelle, le sang sur mes mains, le faible murmure de l'homme. J'ai préparé du café, espérant que le goût amer chasserait les images, mais c'est la télévision qui m'a figé. La présentatrice du journal du matin parlait de sa voix posée. Le magnate des affaires Richard Dubois, 54 ans, fondateur de Dubois Hôtel International, a été brutalement attaqué la nuit dernière, mais a survécu de justesse grâce à l'intervention d'un citoyen anonyme. Il reste dans un état critique mais devrait se rétablir. Ma tasse m'a glissé des doigts, le café éclaboussant la table. Mes yeux étaient rivés sur l'écran. La photo qui est apparue à la télévision a envoyé un frisson dans tout mon corps. Les cheveux poivre et sel. Le regard autoritaire. Le même homme dont le sang avait taché ma veste. Richard Dubois. Le nom résonnait dans ma tête. Bien sûr, je l'avais déjà entendu. Qui ne l'avait pas entendu? C'était l'homme qui avait transformé un seul hôtel en un empire, un symbole d'ambition et de richesse. Les gens en ville murmuraient son nom avec révérence. Pourtant, dans cette ruelle, il n'avait été qu'un homme brisé au bord de la mort. Mon cœur battait la chamade alors que les questions me dévoraient. Pourquoi était-il là, seul et vulnérable? Qui voulait sa mort? Et pourquoi le destin m'avait-il choisi, moi, Pénélope Moreau, la fille invisible, pour être celle qui le sauverait? J'ai essayé de chasser ces pensées. Je me suis dit que ce n'était qu'une coïncidence, que nos vies ne se croiseraient plus jamais. Mais j'avais beau essayer, ses yeux persistaient dans ma mémoire. L'étrange lueur quand il m'a regardé, la façon dont ses lèvres avaient tremblé autour de ces mots. Merci. Vous m'avez sauvé. Pendant les jours qui ont suivi, j'ai porté ce secret comme une pierre dans ma poitrine. Personne ne savait que c'était moi. Mon père et mes frères et sœurs, certainement pas. Au dîner, pendant qu'ils se vantaient de leurs accomplissements, je restais assise en silence, sachant que j'avais fait quelque chose qu'ils ne pourraient jamais imaginer. Mais je ne pouvais pas en parler. Si je leur disais, ils ne feraient que rire, déformer les faits, me faire sentir petite.
À la place, j'ai suivi les nouvelles à la télévision, chacune alimentant le malaise dans mon cœur. Il se rétablissait. Il était en vie. Et à chaque reportage, je me demandais s'il se souvenait de moi, la fille tremblante dans la ruelle qui avait refusé de détourner le regard. Je ne le savais pas encore, mais le fil était déjà noué. Nos chemins n'étaient pas terminés. Il ne faisait que commencer à se resserrer. Et bientôt, ce fil tirerait toute ma vie vers la lumière qui m'avait été refusée depuis si longtemps. La fête des pères dans la maison Moreau était toujours une performance. De l'extérieur, cela ressemblait à de l'amour et de la tradition. À l'intérieur, c'était une scène où la fierté de mon père pour mes frères et sœurs brillait et où je devenais la cible préférée de la famille. Ce dimanche-là, la maison débordait de parents et de voisins. La table de la salle à manger croulait sous les viandes rôties, le vin mousseux et l'argenterie polie. Les rires résonnaient de tous les coins. Je me tenais près du fond, serrant un verre d'eau, essayant de paraître invisible. Mon père, Thomas Moreau, s'est levé de son siège au bout de la table. Sa voix retentissante a fait taire les bavardages. Il a levé son verre. À mes enfants, ma fierté, mon héritage. D'abord, il s'est tourné vers Jacques. Mon fils, le futur avocat, brillant, confiant, destiné à porter le nom de Moreau vers la grandeur. Des applaudissements ont éclaté. Jacques a souri d'un air suffisant, savourant l'admiration. Puis Sophie, ma belle-fille, si pleine de charme. Tout le monde l'adore, et à juste titre. Plus d'acclamations, plus de sourires. Finalement, ses yeux se sont tournés vers moi. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait peut-être dire quelque chose de gentil, mais ses lèvres se sont retroussées. Ces mots étaient assez tranchants pour me couper en deux. Et voici, dit-il en pointant son verre vers moi, Pénélope, la honte de la famille. La pièce a éclaté de rire. Les parents ont gloussé. Les cousins ont ricané. Même Sophie s'est couvert la bouche, souriant à la blague cruelle. Mon visage a brûlé, ma gorge s'est serrée. J'ai forcé un sourire fragile, prétendant que ça ne faisait pas mal, bien qu'à l'intérieur, j'avais l'impression que ma poitrine s'effondrait. Je voulais crier. Je voulais hurler qu'il ne me connaissait pas. Que j'avais sauvé la vie d'un homme quelques jours auparavant. Que je n'étais pas une honte. Mais les mots sont restés coincés dans ma gorge, piégés par des années de silence. Ma mère, Linda, était assise, figée, les yeux vitreux de culpabilité. Elle ne m'a pas défendu. Elle ne l'a jamais fait. Son silence était aussi lourd que la cruauté de mon père. La soirée s'est éternisée comme un cauchemar. Des toasts, des blagues, des histoires sur le stage de Jacques et le nouvel entretien d'embauche de Sophie. J'étais assise là, respirant à peine, le mot « honte » résonnant dans mon crâne comme un tambour. Quand les assiettes ont été débarrassées et que les invités ont commencé à partir, je me suis éclipsé sur le porche. L'air de la nuit a rafraîchi mes joues brûlantes. Mes mains tremblaient alors que je m'agrippais à la rampe. Pourquoi n'étais-je jamais assez? Pourquoi me méprisait-il si profondément? Je ne savais pas que mes questions allaient trouver une réponse plus tôt que je ne l'imaginais. Car alors que je me tenais là, luttant contre les larmes, le grondement lointain de moteur s'est fait plus fort. Des phares sont apparus au bout de la rue, fendant l'obscurité. Une voiture, puis deux, puis cinq. Un convoi de véhicules de luxe, élégants et intimidants, s'arrêtant devant la maison Moreau. Les rires à l'intérieur se sont tus instantanément. Les rideaux ont été tirés. Mon père est sorti, la confusion gravée sur son visage, et mon cœur a commencé à battre la chamade. 5e partie. Le convoi arrive. Le grondement s'est intensifié jusqu'à ce que le sol sous mes pieds semble vibrer. Je me suis retourné, stupéfaite, alors qu'un SUV noir après l'autre s'alignait le long du trottoir. Leur carrosserie polie reflétait les lumières du porche de notre maison. Les portières ont claqué en un rythme parfait, et des hommes en costume sombre en sont sortis, leurs mouvements vifs, contrôlés, comme des soldats d'une armée privée. Des halètements ont parcouru la foule à l'intérieur. Les parents se sont précipités aux fenêtres, chuchotant, qui sont-ils? Des politiciens, des célébrités? Mon père m'a bousculé, les sourcils froncés. Il détestait tout ce qui détournait l'attention de lui. Puis la portière arrière de la voiture de tête s'est ouverte. L'homme que je pensais ne plus jamais revoir en est sorti. Richard Dubois. Même meurtri et encore en convalescence, il dégageait une autorité. Ses cheveux poivre et sel captaient la lumière du porche,
son costume impeccable, ses yeux vifs scrutant la foule. Il n'a pas hésité. Il s'est dirigé vers nos marches d'entrée, une épaisse enveloppe serrée dans sa main. Je me suis figé, le souffle coupé. Que faisait-il ici? Pourquoi chez moi? Monsieur Dubois, a chuchoté l'un de mes cousins, la voix tremblante. C'est vraiment lui? Il s'est arrêté à quelques mètres de nous, son regard se posant directement sur moi. Mes genoux menaçaient de céder sous son poids. Pénélope Moreau, dit-il, sa voix portant à travers la cour, douce mais tonitruante. Nous nous revoyons. L'air semblait avoir disparu. La mâchoire de mon père est tombée avant de se tordre en un rictus. Qu'est-ce que c'est? Aboya-t-il. Qu'est-ce que vous faites ici, Dubois? Richard l'ignora. Ses yeux ne quittaient pas les miens. Lentement, délibérément, il a levé l'enveloppe dans sa main pour que tous la voient. Je suis venu livrer la vérité, a-t-il déclaré. La vérité sur cette jeune femme qui se tient devant vous. Des halètements ont éclaté. Des chuchotements ont rempli l'air comme un essaim d'abeilles. Mes mains tremblaient le long de mon corps. Mon cœur battait si violemment que j'ai cru qu'il allait briser mes côtes. Le visage de mon père est devenu rouge. Assez de ce cirque, gronda-t-il. Pénélope est ma fille, et je ne tolérerai pas que. Richard l'a interrompu, sa voix plus nette, plus forte. Non, Thomas, elle n'est pas ta fille. C'est la mienne. La cour est tombée dans un silence stupéfait. J'ai senti chaque paire d'yeux dans la pièce derrière moi me transpercer le dos. Ma mère a titubé en avant, s'agrippant au cadre de la porte comme si le sol lui-même avait basculé. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus penser. L'enveloppe dans la main de Richard semblait peser plus que le monde entier. À ce moment précis, j'ai su que plus rien ne serait jamais comme avant. Je suis resté figé sur le porche, chaque nerf de mon corps hurlant. Les mots de Richard Dubois semblaient résonner sans fin. Elle n'est pas ta fille. C'est la mienne. Le silence qui a suivi était insupportable, rompu seulement par le halètement collectif de mes parents derrière moi. Mon père, Thomas Moreau, est devenu cramoisi, la mâchoire si serrée que j'ai cru que ses dents allaient se briser. Menteur, a-t-il rugi, se frayant un chemin à travers la foule stupéfaite jusqu'à se retrouver nez à nez avec Richard. Vous croyez que vous pouvez entrer chez moi avec votre argent et vos gardes du corps et revendiquer mon enfant? Je l'ai élevée. Elle me doit tout. Richard n'a pas bronché. Sa voix était calme, mais chaque syllabe frappait comme de l'acier. Vous l'avez peut-être élevée, Thomas, mais vous ne l'avez jamais aimée, et elle ne vous doit rien. L'enveloppe dans sa main a légèrement tremblé alors qu'il l'ouvrait et en sortait une feuille de papier. La foule s'est penchée en avant alors qu'il la levait bien haut. Ceci est un test ADN. Probabilité de paternité, 99,9%. Il s'est tourné et a fixé son regard sur moi. Pénélope Moreau est ma fille biologique. Les mots ont éclaté dans la nuit comme le tonnerre. Le visage de mon père s'est tordu en quelque chose de monstrueux. Non. Vous croyez qu'un bout de papier efface 26 ans? Vous croyez qu'elle est à vous parce qu'un laboratoire le dit? Son doigt s'est pointé sur ma poitrine. Elle n'est rien d'autre qu'une erreur. Une erreur inutile et honteuse. Ma poitrine s'est serrée. Pendant des années, j'avais enduré ces mots, ravalant la douleur, me faisant de plus en plus petite. Mais cette fois, quelque chose en moi a cédé. J'ai fait un pas en avant, ma voix tremblant d'abord, puis s'élevant plus forte à chaque mot. Arrêtez de m'appeler une honte. Arrêtez de prétendre que vous m'avez jamais voulu. J'en ai assez d'être invisible dans cette maison. Il s'est tourné vers moi, les yeux flamboyants. Tu oses me parler de cette façon? Après tout ce que j'ai fait? Fait? Mon rire était amer, brisé. Tout ce que vous avez fait, c'est me rabaisser. Chaque fête, chaque dîner, chaque occasion que vous aviez, vous vous êtes assuré que je sache que je ne valais rien. Vous avez célébré Jacques et Sophie, mais quand il s'agissait de moi, rien que de la honte. Les larmes ont brouillé ma vision, mais ma voix est devenue plus forte. J'ai sauvé la vie d'un homme la semaine dernière, papa. Le savais-tu? T'en souciais-tu? Non, tu étais trop occupé à me rappeler que j'étais un échec. La foule a murmuré. Mes cousins ont échangé des regards gênés. Le visage de ma mère s'est effondré, des larmes coulant alors qu'elle chuchotait, « Penny, je suis désolé. » Mais mon père n'avait pas fini. Il s'est jeté sur moi, les poings serrés,
la fureur irradiant de chaque pore. Avant qu'il ne puisse m'atteindre, Richard s'est interposé, sa main fermement posée sur la poitrine de Thomas. « Touche-la » gronda Richard, sa voix basse mais mortelle, « et je te jure que tu le regretteras. » Les deux hommes se sont regardés dans les yeux, la rage de mon père rencontrant l'autorité inébranlable de Richard. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon père vaciller, juste une seconde, mais c'était assez. Derrière eux, des parents chuchotaient avec ferveur, « Est-ce vrai qu'elle est la fille de Dubois ?» Pas étonnant. Le poids de leur regard s'est abattu sur moi. Mais pour une fois, je ne me suis pas recroquevillé. Je me suis redressé, ma voix claire. « Je ne suis pas votre honte, » ai-je dit, regardant Thomas droit dans les yeux. « Je suis Pénélope Dubois, et je ne vous laisserai plus jamais me voler ma valeur. » Des halètements ont éclaté. Mon père a reculé, sans voix, le visage vidé de sa couleur. Richard a posé une main rassurante sur mon épaule, ses yeux pleins de fierté et de tristesse à la fois. La vérité était révélée. Les chaînes qui m'avaient lié toute ma vie se sont brisées en une seule nuit. Mais la liberté est venue avec le feu, et je savais que la bataille était loin d'être terminée. Les jours qui ont suivi cette nuit se sont confondus, pourtant chaque détail s'est gravé dans ma mémoire. C'était comme si la maison Moreau avait implosé au moment où Richard avait brandi ce papier. Les chuchotements se sont répandus comme une traînée de poudre. En quelques heures, les parents s'appelaient. Les voisins regardaient derrière les rideaux. Et le lendemain matin, les gros titres bourdonnaient de l'histoire. Le magnate de l'hôtellerie Richard Dubois reconnaît sa fille secrète. Pour la première fois, mon nom était partout, mais pas à cause de la honte, à cause de la vérité. Mon père, Thomas, était furieux. Sa réputation de pilier de la communauté s'est effondrée. Les gens qui le respectaient autrefois chuchotaient maintenant sur la trahison et les mensonges. Lors des déjeuners d'affaires, j'ai entendu dire qu'on l'évitait, que ses appels restaient sans réponse. Il criait sur quiconque osait mentionner mon nom, mais son silence ne faisait qu'alimenter les rumeurs. Ma mère, Linda, m'a appelé un soir, sa voix brisée au téléphone. « Penny, je suis tellement désolé. Je pensais te protéger en gardant le silence. J'avais tort. Je t'ai laissé souffrir alors que j'aurais dû me battre pour toi. » Ces mots m'ont brisé. Je voulais crier, lui demander pourquoi elle l'avait laissé me rabaisser pendant si longtemps, mais je ne pouvais pas. À la place, j'ai murmuré en retour, je voulais juste être aimé, maman. Elle a sangloté, et j'ai raccroché avant que mes propres larmes ne m'engloutissent. Quant à Jacques et Sophie, leurs yeux ont changé quand ils m'ont regardé. Jacques, le fils prodige, ne pouvait cacher sa jalousie. « Alors maintenant, tu es l'héritière, hein ?» a-t-il ricané lorsque nous nous sommes croisés à l'épicerie. Sophie m'a complètement évité, son silence plus tranchant que n'importe quelle insulte. Le lien que nous aurions pu avoir avait disparu, remplacé par la rivalité et la suspicion. Mais dans le monde de Richard, je n'étais plus invisible. Il m'a fait entrer dans son manoir, dans des salles de conseil remplies de cadres polis et de lustres éblouissants. Au début, je me sentais comme une imposture, juste une enseignante, une fille habituée à être négligée. Le personnel chuchotait à mon passage. Certains souriaient poliment. D'autres fronçaient les sourcils, marmonnant « Elle n'a rien à faire ici ». Mais Richard ne m'a jamais laissé faiblir. « Tu n'as pas besoin de te prouver à qui que ce soit d'autre qu'à toi-même », m'a-t-il dit un soir alors que nous étions assis dans son bureau, d'épais contrats étalés sur le bureau. Ses yeux se sont adoucis. « Ils douteront de toi. Laisse-les faire. Ce qui compte, c'est que tu t'élèves au-dessus de ça. » Alors, j'ai étudié. Je suis resté éveillé tard pour apprendre les marchés, les revenus, les partenariats. J'ai trébuché en réunion, j'ai trébuché encore plus fort en négociation. Une fois, j'ai failli coûter un client à l'entreprise en comprenant mal une clause. Les chuchotements se sont faits plus forts. Elle n'est qu'un handicap. J'ai failli abandonner. J'ai failli retourner dans mon petit appartement, retourner à l'obscurité. Mais ensuite, j'ai pensé à cette nuit sur le porche où j'avais enfin trouvé ma voix contre Thomas. J'ai pensé à Richard s'interposant entre nous, déclarant « c'est la mienne ». Non, je ne pouvais pas abandonner. Petit à petit, je suis devenue plus forte. Mes questions en réunion sont devenues plus pertinentes, ma confiance plus stable. Richard observait en silence, la fierté scintillant dans ses yeux. Pour la première fois de ma vie, je ne vivais pas dans l'ombre. Je me tenais dans la lumière.
Mais la lumière attire l'attention et le danger. Je pouvais déjà sentir le poids de ce qui allait arriver. Le nom de Moreau n'avait pas fini de me hanter, et le monde n'avait pas fini de tester si j'appartenais vraiment à l'empire de Richard Dubois. 2 ans plus tard, la fête des pères est finalement revenue. Mais cette fois, ce n'était plus un jour de crainte. La maison Moreau, autrefois un lieu d'humiliation, n'était plus qu'un souvenir lointain. Je n'y avais pas mis les pieds depuis cette nuit où Richard Dubois avait révélé la vérité. À la place, je me suis retrouvé dans le jardin derrière le manoir de Richard, un endroit rempli non pas de grandeur, mais de quelque chose que je n'avais jamais connu à la maison, la paix. La longue table était simple, décorée de fleurs fraîches et de plats faits maison. Pas de foule de parents critiques, pas de discours mis en scène sur les réalisations, juste Richard, une poignée d'amis proches, et moi. Pour la première fois, j'ai senti que la fête des pères pouvait réellement signifier quelque chose. Je me suis assise en face de lui, regardant le soleil de fin d'après-midi adoucir les rides de son visage. Ses cheveux poivre et sel étaient devenus plus argentés, mais ses yeux stables et déterminés, brillaient toujours de fierté. Il a levé son verre, sa voix chaude, forte, posée, à Pénélope, à ma fille, à notre voyage ensemble. Ces mots m'ont frappé plus durement que n'importe quelle insulte que Thomas Moreau m'ait jamais lancée. Ma gorge s'est serrée alors que je levais mon verre en retour. À toi, papa, ai-je murmuré, ma voix se brisant, mais cette fois non pas de douleur, mais de gratitude. Alors que les rires s'élevaient autour de la table, je me suis permis de respirer. J'ai pensé au chemin que j'avais parcouru. De la fille tremblante se tenant dans l'ombre du mépris de sa famille à la femme apprenant à naviguer dans un monde bien plus grand qu'elle ne l'avait jamais imaginé, je n'étais plus seulement la fille de Richard Dubois. J'étais Pénélope Dubois, quelqu'un qui avait gagné sa place. Non pas à cause d'un nom de famille, mais parce que j'avais choisi de me lever quand le silence était plus facile. Pourtant, même dans cette paix, des fantômes persistaient. Le visage de ma mère me hantait. Parfois, sa voix frêle chuchotant des excuses, sa culpabilité gravée dans chaque larme. L'amertume de Jacques, le silence de Sophie, la rage de Thomas. C'étaient des cicatrices que je portais. Mais les cicatrices ne définissent pas la faiblesse. Elles prouvent la survie. J'avais survécu, et je m'étais relevé. Alors que le soleil se couchait et qu'une lumière dorée baignait le jardin, Richard a posé une main sur mon épaule. Ses yeux brillaient. Tu as fait tellement de chemin, Penny. Et je sais que tu iras encore plus loin. Les larmes me piquaient les yeux, mais j'ai souri. Merci de m'avoir donné la chance de devenir celle que j'ai toujours été censée être. À ce moment-là, j'ai réalisé que le plus grand cadeau n'était pas sa richesse, son empire, ni même la vérité sur mon lignage. C'était la liberté de réécrire mon histoire. Pendant des années, j'ai cru que je n'étais rien d'autre qu'une honte, piégée dans l'ombre d'un portrait de famille où je n'avais jamais ma place. Mais maintenant, je savais mieux. La vérité, une fois enterrée, m'avait libéré, et la liberté m'avait donné le courage de trouver ma propre valeur, non pas dans leur approbation, mais dans la mienne. Ce jour de la fête des pères, je n'étais pas un fantôme. Je n'étais pas une erreur. J'étais vu. J'étais choisi. J'étais aimé. J'étais Pénélope Dubois.